Bonjour à tous et à toutes, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mercredi 21 février 2018. Bienvenue à tous. Sans plus attendre, on va commencer par cet avertissement légal pour le risque que je vous invite à prendre connaissance. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonjour à vous Jamal, bonjour Lagda. Alors beaucoup de personnes ce matin, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors bonjour François, j'espère que vous allez bien. Catherine, alors je vais très bien, merci Catherine, et j'espère que vous allez très bien également. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le DAX aujourd'hui, car peu de volatilité, exactement peu de volatilité, on va voir ça dans un petit instant Catherine. Jean-Luc que je salue également, Raymond, Phil, voilà. Chers habitués, ça fait très plaisir de vous retrouver. Alors, pour information, mon collègue italien a eu un empêchement ce matin, donc il sera parmi nous demain matin pour nous parler des élections en Italie qui auront lieu le 4 mars. Voilà, donc veuillez m'excuser pour ce petit dérangement, mais ça sera donc demain et non pas aujourd'hui. Alors bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien, son image ok, c'est parfait, merci pour cette confirmation. Benjamin, Pierre, voilà, alors, je vous invite à prendre connaissance de l'actualité. Clairement, hier, ce qui s'est passé, on a eu en conclusion des décisions de résultats qui arrivent, qui touchent à leur fin hein, aux États-Unis, des très bons résultats puisque les profits ont augmenté de 16% sur un rythme annuel. C'est la meilleure croissance depuis le premier trimestre 2011. Donc vous voyez que finalement le flash crash qu'il y a depuis le début du mois, ça ne reflète pas réellement les résultats des entreprises américaines, loin de là. Et pour ce qui est de l'OPEP, eh bien, on a le ministre de l'énergie des Émirats Arabes Unis qui a indiqué que le gel de la production avait permis de réduire de 266 millions de barils dans les stocks de l'OPEP, mais que les niveaux actuels restaient quand même supérieurs à leur moyenne de 5 ans, qui est toujours leur objectif. Voilà. Et par ailleurs, il a annoncé ce ministre que qui souhaiterait une coopération au-delà de 2018. Voilà, donc c'est en clair l'actualité qui a rythmé la journée d'hier. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons l'actuel ministre de l'économie espagnol qui sera le vice-président de la BCE et le plus probable qui prendra la tête en octobre 2019 quand Mario Draghi aura terminé son mandat, eh bien ça serait a priori le président de la Banque centrale allemande. La Banque fédérale allemande, excusez-moi. Donc ça serait un Allemand pour la première fois à la tête de la BCE. Voilà un petit peu l'actualité de la veille. Au niveau de la résumé de la science américaine et asiatique, excusez-moi, on a eu des marchés actions américains qui ont clôturé plutôt dans le rouge, le DXY qui est avancé, le rendement du 10 ans qui reste à des sommets quand même de 90% à peu près. Donc c'est des sommets qui n'ont pas été connus depuis la fin 2014, je le rappelle. Le JPY Index baisse de 0,42%, le Gold 0,20%, le Nikkei et le Hang Seng rebondissent. Le Nikkei, on a eu un PMI qui a été publié, un PMI flash, attention, qu'on va voir ça dans tout de suite. Bah écoutez tout de suite. Alors, calendrier, donc indice PMI prévisionnel, vous voyez, du mois de février 54 contre 54,8, excusez-moi. Donc ça a accentué la baisse du JPY et donc fait mécaniquement remonter le Nikkei. On a également cet indice des coûts salariaux qui est assez important en Australie parce qu'il va avoir un impact sur l'inflation. Cet indice des coûts salariaux, c'est ni plus ni moins presque, hein, je dirais, que le salaire moyen aux États-Unis. Vous savez, lorsque le NFP est publié, il y a également le salaire horaire et hebdomadaire moyen qui est publié. Enfin, la croissance de ce salaire, eh bien, ce qu'on a ici, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc il est en hausse de 2,1%, ce qui veut dire qu'il pourrait avoir une pression inflationniste qui pourrait se faire par la suite. Et également de croissance, parce que qui dit hausse des salaires, dit également hausse de la consommation. Sinon, ce qui va nous intéresser aujourd'hui sera à 9h30 et à 10h, indice PMI allemand et zone euro. C'est bien évidemment les prévisionnels. À 10h30, nous aurons des chiffres du chômage britannique avec le taux de chômage, le revenu moyen. Revenu moyen,
synonyme d'inflation encore une fois. Et enfin, cet après-midi, l'indice prévisionnel PMI des États-Unis et 15h15, le discours de Mark Carney qui sera auditionné concernant le rapport d'inflation de la BOE qui a été publié au début du mois. Et enfin, l'annonce, si on devait en retenir qu'une seule, c'est les minutes du FOMC qui seront publiées tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est les minutes? Qu'est-ce que la différence entre les minutes et la décision de taux? Eh bien, simplement, les minutes font, c'est le compte rendu de ce qui s'est dit, le détail de ce qui s'est dit pendant la décision des taux du FOMC. Donc, ce qu'on a ici, le compte rendu, ce sera le compte rendu de la réunion du 31 janvier. Voilà, donc ça va donner globalement un peu plus de détails sur ce qui s'est dit, mais nous n'attendons pas grand-chose. Concrètement, un avis positif sur l'inflation et voilà. Il ne devrait pas avoir plus de choses que cela. Alors bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous. On va passer sur la plateforme. On va commencer par le Forex aujourd'hui. DXY qui revient petit à petit à cette résistance 90. Donc la marge de progression du dollar, elle est faible pour le moment. C'est-à-dire que à court terme, on peut continuer à être haussier sur le dollar, mais vous voyez que cette résistance, elle avait fonctionné il y a une dizaine de jours. Donc voilà, faudra au moins prendre des bénéfices, d'autant plus qu'on reste quand même dans une tendance baissière de fond. Donc techniquement, on va chercher des niveaux de résistance pour shorter, pour se mettre dans le bon sens de la tendance de long terme. Donc les niveaux de résistance, c'est soit les 90 points. On a également cette moyenne mobile, qui coïncide presque avec les 90. Mais sinon, outre cette moyenne mobile, nous avons les 90,88 ou alors le haut de ce range, de ce canal, pardon. Le haut de ce canal serait l'idéal. Mais voilà, est-ce qu'on va retrouver ce canal, ce haut de ce canal? Je ne sais pas. Vous voyez que la prochaine hausse des taux, c'est le 14 mars, donc c'est possible, vous voyez, que le cours au final consolide et que ce soit cette hausse des taux qui soit le catalyseur de baisse. Un peu comme les précédentes. Vous voyez, mars 2017, juin, décembre. Vous voyez, en 2017, les hausses des taux n'ont pas abouti à des rebonds du dollar, au contraire. Donc cette hausse, au final, le marché pourrait très bien consolider au-dessus de ce support avant, d'ici la hausse des taux, tout simplement. Euro-USD, daily, divergence, RSI, baissière sur 50, prêt à valider. Si le DXY continue à remonter, qu'en pensez-vous? Alors oui, regardez, si on a le DXY qui a une divergence haussière, on va avoir une divergence baissière sur l'euro-dollar. Donc oui, il y a une divergence haussière, ce qui m'invite à croire que le DXY pourrait rebondir de façon plus importante que les prix actuels, mais je reste prudent. Je reste prudent, pourquoi? Parce que, regardez ici, on avait également eu une petite divergence, et pourtant, on n'a pas eu de rebond. Donc on reste dans une tendance de fond, qui est baissière. Donc même si cette divergence, elle est importante, personnellement, je resterai prudent. Donc voilà, le cours, il peut très bien, grâce à cette divergence, revenir à 90,88, voire même le haut de ce canal, ou bien reculer sous cette moyenne mobile à 50 jours. Donc soyons prudents avec cette divergence. L'euro-dollar, oui, il y a une divergence également, vous voyez, qui est en train de se former. Donc le signal baissier serait donné en cas de sortie par le bas de ce canal en vert de cette moyenne mobile. Dans ce cas-là, on aurait un signal baissier jusqu'à cette oblique violette, puis la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc oui, DXY, attention, je ne dis pas qu'il faut shorter maintenant, mais techniquement, au niveau du prix, on arrive à sous des résistances importantes. Donc voilà, prudence. De toute façon, c'est pas parce que le cours atteint une résistance. Alors là, je suis en journalier GUI. Pour quasiment 90% du temps, je fais des analyses en journalier. Donc oui, donc c'est pas parce que le cours atteint une résistance qu'il faut directement shorter. Il faut attendre des signaux, d'accord? Il faut attendre une étoile du soir, une jambe de baisse, une divergence, bref, un signal au minimum. C'est pas parce que le prix arrive sous une résistance qu'il faut directement shorter. Donc là, en tout cas, les résistances à surveiller, c'est 90, 90, 88, puis le haut du canal. Donc voilà pour l'euro-dollar, donc
plutôt une opinion baissière en intraday, hein, étant donné que le DXY il a une marge de hausse. Vous voyez, je suis plutôt haussier à court terme sur le DXY, jusqu'à 90 au minimum. Donc forcément, l'euro-dollar, je le vois bien sous pression. Je le vois bien revenir à 1,22. 1,2230, pardon. Le GBP, forcément, si le DXY est haussier, ça fait pression sur tous les autres devises majeures, dont le GBP, dont le CAD, dont voilà, AUD, NZD, peu importe. Donc le GBP, il y a un potentiel de baisse à court terme jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours, mais attention, le GBP concrètement il n'a pas vraiment de tendance à court terme. En plus là on aura le discours de Mark Carney cet après-midi, donc c'est pas forcément le meilleur moment de se positionner à l'achat, à part sur le GBP Yen. GBP Yen, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé hier, on a eu une jambe de hausse. Vous voyez, on a eu cette baisse avec des corps, des chandeliers de plus en plus petits, signe que là, que les volumes sont de plus en plus faibles, que la volatilité est de plus en plus faible. Et là, gros chandelier, donc volume. Là, j'ai pas les volumes hein, sur cette plateforme, avec le RSI qui a fait un bottom tout simplement et qui a rebondi également. Donc voilà, c'est un bon signal haussier. En plus, il clôture au-dessus de 150. Voilà, signal haussier, direction, moi je pense 154. Au vu du yen, qui est encore une fois sous résistance face à la plupart des devises majeures, on va le voir juste après, mais enfin pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, mais sous résistance face à l'euro, face au dollar, au GBP, au CAD, bref, quasiment toutes les devises majeures. Donc voilà, le yen a une forte perspective baissière, selon moi, à court terme, c'est-à-dire pour les prochaines séances, voire 2 semaines. Donc voilà, c'est la devise à shorter pour moi à court terme. Donc à part le GBP yen, personnellement, le GBP USD, je ne l'achèterai pas. Je ne l'achèterai pas parce qu'on a ce rebond du dollar qui fait pression sur le GBP. Moi, ce que j'attends pour payer le GBP USD, c'est que le cours revienne dans cette borne basse de ce canal à régression linéaire. Voilà, donc, si on revient dans la base de ce canal, ça serait techniquement un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Le NZD est sous pression, forcément, un dollar qui rebondit, encore une fois, je vais pas vous le dire pour chaque paire majeure, mais bon. NZD, probablement une baisse qui va se faire jusqu'à 0,11280. L'USD CAD, il dépasse cette moyenne mobile à 200 jours, donc forcément notre scénario baissier jusqu'à 1,24, enfin notre prévision baissière jusqu'à 1,2250, je pense qu'on peut pour un moment l'arrêter. Probablement que l'USD CAD ira chercher une résistance à 1,2765. En tout cas, il va être haussier tant que le DXY n'atteint pas les 90. Attention, c'est pas parce que l'USD CAD est haussier qu'il faut shorter le CAD. Encore une fois, le CAD yen est une devise qui peut être très intéressante sur du moyen terme. Sur du court moyen terme, disons quelques séances, plusieurs semaines. Voilà, d'ici un mois, le CAD peut clairement rebondir. Enfin, je parle bien d'ici un rebond pour ces 20 prochains jours, 20 prochaines séances, pardon. Et moi, de toute façon, je suis haussier jusqu'à 87 sur le CAD yen. Encore une fois, si on regarde le CAD index, pour ceux qui c'est la première fois qu'ils participent à mon webinaire, regardez le RSI du CAD index. Donc c'est quoi le CAD index? C'est tout simplement les paires, tous les devises majeures cotées face au CAD. Et comme ça nous donne un indice. On connaît les pondérations, alors que le CXY par exemple, on va pas vraiment savoir ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas. Donc là au moins on sait, et on peut voir que sur l'ensemble en clair des devises majeures cotées face au CAD, eh bien on a un RSI survendu. Et si on compare, bon, le yen ça a été suracheté, mais sinon le CHF, le NZD on est au milieu, vous voyez, AUD on est au milieu, l'USD on est au milieu, l'euro c'est pareil, le GBP c'est pareil. Donc le CAD c'est probablement la devise qui a un potentiel haussier le plus important sur du court et moyen terme. Bien que, vous voyez que la tendance soit baissière, on peut clairement avoir un rebond au moins jusqu'à 82, 0,82. Ce qui se concrétiserait sur le CAD yen par au moins une hausse jusqu'à 87. Donc oui, je suis haussier sur le CAD yen malgré la hausse de l'USD CAD. L'USD CHF, pareil, haussier, hein, jusqu'à 0,95 à peu près. L'USD yen, alors, à savoir que si on a l'USD yen, alors, qui dépasse ce niveau-là,
on aura un double bottom, pardon. Là, on a un double test de cette oblique. Ce sera également une divergence, vous voyez. Donc voilà, s'il dépasse les 0,94, ça sera un signal haussier jusqu'à 0,95. Mais bon, on a déjà cette divergence. Si le RSI clôture au-dessus de 50, on aura déjà le signal haussier. Et enfin, l'USD Yen. Bien écoutez, l'USD Yen qui se rapproche de notre objectif à 108, qu'il a même testé, il me semble. Non, à quelques pips près. Ça a été testé. Plus haut, 107,90, voilà. Donc, haussier sur le USD Yen tant que le RSI n'atteint pas 50. Tant que le RSI de l'USD Yen n'atteint pas 50, je pense qu'on a une marge de progression. À part si le RSI commence à partir à la baisse. Dans ce cas-là, on pourra prendre les bénéfices sur la Yen. Mais tant qu'il est haussier, même si l'angle s'aplatit un petit peu, vous voyez, tant qu'il est haussier, j'estime que le prix peut continuer à rebondir jusqu'à que le RSI atteigne 50 ou qu'il se replie. Alors, je refais un focus sur le yen, même si ceux qui sont habitués à suivre mes webinaires, eh bien vous connaissez mon analyse. Mais si vous regardez l'euro-yen sur support, vous voyez en bas de ce canal ascendant, moyenne mobile à 200 jours, support technique 132,62, bref, c'est maintenant ou jamais. Mais le CAD yen, le GBP yen, encore une fois pour moi ont des meilleures perspectives. L'USD yen, donc c'est atteint, c'est presque atteint, à quelques pips près. NZD yen, je pense que de toute façon le yen c'est la devise à shorter, donc NZD yen devrait mécaniquement remonter jusqu'à 80. Alors je ne sais pas si d'un point de vue technique ça se justifie. Honnêtement avec le CAD yen ou le GBP yen, il y a suffisamment je pense de marge de progression. Ne vous surexposez pas trop non plus à la vente du yen. Vous pourrez croire que vous êtes diversifié en achetant le CAD yen, GBP yen, USD yen, NZD yen, mais vous ne l'êtes pas. Donc ça revient tout simplement à shorter le yen, hein, que le yen. Bon certes vous achetez d'autres devises, donc c'est pas comme si vous achetez un mégalo sur l'USD yen, mais voilà concrètement vous revenez à vendre le yen. Et si le yen demain rebondit, toutes vos presque à mon avis tous vos scénarios seront du coup perdants. Donc ne vous surexposez pas trop à la vente du yen. Prenez une ou deux paires au lieu de mettre par exemple deux lots à l'achat sur l'USD yen. Pourquoi pas mettre un lot CAD yen, un lot USD yen. Comme ça au moins vous diminuez le risque que y a un impact sur le dollar ou sur le CAD. Vous voyez, vous aplatissez un petit peu le risque. Mais voilà, ne vous surexposez pas trop à la vente du yen encore une fois. Alors. Donc voilà pour ce qui est des paires en yens. Moi je suis bullish paire en yens. Alors que dis-tu de l'euro NZD de la part de Birama? Eh bien écoutez, très bonne question. On va voir ça tout de suite. L'euro NZD. Alors l'euro NZD sur support également. Alors je vais ajuster cette oblique. Donc on est quand même assez loin de cette oblique. Pas vraiment de... On arrive proche d'un support comme on peut constater. Maintenant le RSI est encore baissier. Donc personnellement j'attendrai soit une divergence haussière, ou du moins que le RSI atteigne sa zone de survente. Regardez à l'image un petit peu de ce qu'on avait là. Vous voyez, le RSI avait atteint sa zone de survente. On a une divergence qui s'est créée. Et là, c'était le signal parfait. C'était le signal parfait. Honnêtement, quand on trade le RSI, donc le prix momentum, l'analyse prix momentum, l'idéal, c'est quand le RSI a atteint une zone d'excès et qu'on a par la suite la divergence. Là, c'est le signal vraiment parfait. Alors, bien évidemment, il y aura des signaux comme ceux-là qui seront des faux signaux et qui vous feront perdre, mais concrètement en termes de probabilité, c'est on peut probablement ne pas faire mieux avec le RSI. Donc voilà, RSI, moi personnellement j'attendrai que le RSI revienne un peu plus bas. Vous voyez qu'il est orienté à la baisse, le momentum qui en théorie dirige le prix,
Si le RSI, tant que le RSI n'est pas haussier, ou du moins rebondit, s'aplatit, il y a encore un potentiel baissier. Donc EURNZD, bien qu'il soit sur support, c'est possible qu'il soit dépassé et qu'au final, le support qui va permettre le rebond en termes de prix, ça soit la moyenne mobile à 200 séances. Voilà donc pour l'EURNZD. Et la perspective, c'est bien évidemment haussière. Haussière jusqu'à 1,75. Alors laissez-moi regarder sur du long terme. On va se mettre en mensuel tout d'abord. D'accord, donc en mensuel, là depuis on va dire 2013, on a aucune sous-performance de l'euro ou du NZD concrètement. En hebdo, c'est pareil, on a une moyenne mobile à plate, hein, vous voyez, 1,60, gros support à 1,60. Le RSI qui arrive à 50, le RSI hebdomadaire, donc ça peut être un moment où le cours peut rebondir. Et donc en journalier, on l'a vu ensemble. Donc on va pas vraiment de... Aujourd'hui, pour moi, il n'y a rien à faire. Après, peut-être qu'en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, on aura le signal haussier. Donc voilà, je vais essayer de garder un coup d'œil sur le ZD. Il y a tellement de paires, donc n'hésitez pas à me le répéter si vous me rejoignez dans mes prochains webinaires. N'hésitez pas à me rappeler le ZD, parce qu'il se peut que j'oublie. Alors, Benjamin, mes questions du jour. Grosse correction cette nuit sur les cryptos. Quelle en est l'origine? Pourquoi XRP reste à la traîne par rapport aux autres cryptos? Alors déjà, pour répondre à la deuxième question. XRP, pourquoi il reste à la traîne? Eh bien parce que XRP est unique. Tellement unique que son système est presque paradoxal. C'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie centralisée. Donc, voilà. Non, ce n'est pas une arnaque, mais c'est une crypto-monnaie centralisée et manipulable par ses créateurs. Techniquement manipulable. Parce que ses créateurs, hein, donc la fintech Ripple, à ne pas confondre la technologie Ripple avec le XRP. XRP, c'est la crypto-monnaie de Ripple, mais Ripple, les transferts Ripple, vous savez, qui a su faire des partenariats avec des banques, ne passe pas par le XRP USD. Attention, c'est par une autre technologie. Donc quand vous achetez du XRP USD, vous n'êtes pas actionnaire de Ripple. Hein. Voilà. Bref. XRP, 2/3 des XRP en circulation sont détenus par Ripple. Voilà. Donc déjà, ça pose un problème d'éthique parce que, je vous rappelle, une crypto-monnaie, ça a été créé à la base pour être un système décentralisé et hors de contrôle de toute entité. Or, c'est centralisé parce que Ripple peut choisir les nœuds donc là où les transactions sont validées des XRP USD et en plus à 2/3 de la monnaie en circulation. Donc, voilà, ça pose un gros problème d'éthique. Ça pose un gros problème d'éthique, donc c'est pour ça qu'elle est la traîne, le XRP USD. Maintenant, pour répondre à votre première question, grosse correction cette nuit sur les cryptos, quelle en est l'origine? Alors, d'après mes informations, il n'y a pas eu d'annonce cette nuit, mais d'un point de vue technique, ça se justifie par le fait que le Bitcoin, première capitalisation boursière pour les crypto-monnaies, je vous rappelle, a atteint cette oblique et on n'a pas eu la cassure. Et l'Ether, deuxième plus grosse crypto-monnaie, a également cède sous cette oblique. Donc on a la première et la deuxième plus grosse capitalisation boursière des crypto-monnaies qui sont sous pression. Donc forcément c'est tout le marché qui est sous pression. Et là l'absence de catalyseur eh bien contraint l'Ether et le Bitcoin eh bien de se replier. Donc Bitcoin concrètement il peut clairement revenir à chercher les 10 000. Mais attention, hein, pas parce qu'il se replie aujourd'hui qu'il ne peut pas dépasser cette oblique d'ici la fin de semaine. Voilà, faut rester prudent. Mais en tout cas, le signal haussier, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue technique, nous aurons le signal haussier d'une reprise de la tendance haussière dès que le cours aura cassé cette oblique sur le Bitcoin et l'Ethereum. Dans ce cas, ça voudra dire que le marché des cryptos, on a un nouveau signal haussier, on va rentrer dans un bull market. Ça sera en tout cas les signaux techniques. Alors Benjamin qui dit, alors ils n'ont pas intérêt à voir monter la valeur du XRP. Alors, par rapport à Ripple, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je ne sais pas du tout s'ils ont intérêt à. Je pense que si, hein.
Ça fait parler d'eux. Fitech quand même qui détient 60 milliards de dollars en termes de crypto-monnaie, c'est quand même pas mal. EuroSHF peut-il atteindre 1,14,5? Alors, EuroSHF consolidation à court terme. Est-ce qu'il peut atteindre un 14,5? Oui, je pense qu'il peut atteindre un 14,5. Je pense il peut avoir suffisamment de bruit pour qu'il achète un 14,5. Je pense que la question derrière cela, c'est est-ce qu'on achète un 14,5? Oui, personnellement, je préférerais acheter à un 14,5. De manière générale, je préfère acheter l'euro que le franc suisse. Parce que déjà le franc suisse suit l'euro. Si l'euro est baissier, le franc suisse sera baissier. Si l'euro est haussier, le franc suisse sera haussier. Donc c'est plutôt l'euro qui a un rôle de leader dans cette paire. Donc voilà, pour cette simple raison, puisque mes perspectives sont positives sur la zone euro, eh bien je suis haussier sur l'euro et normalement il devrait avoir une super performance à l'image de ce qu'on connaît depuis le début de 2017. Vous voyez, depuis le début de 2017, que ce soit sur l'euro dollar ou le franc suisse, on a un euro qui super-performe. Alors il y a un peu plus de mal face au franc suisse depuis le début de l'année 2018, contrairement au dollar, mais on est sur un niveau de support, on a une divergence, le support c'est le seuil psychologique à 1,15, c'est également la moyenne mobile à 216 jours. Si on n'est pas haussier, je vois pas les signaux qu'on peut attendre pour l'être, pour le devenir. Maintenant, si on a une clôture hebdomadaire sous la moyenne mobile à 200 jours, ou alors il y a différents types de ça pourrait faire l'objet d'un webinaire éducatif. Comment éviter les faux signaux? Ce sera mon prochain webinaire éducatif. Comment éviter les faux signaux? Je vais vous dire rapidement. Hein. Alors, je vais pas tout vous dire parce que sinon il y aura aucun intérêt à ce que vous participez à mon webinaire éducatif. Mais lors des breakouts, il y a différents moyens. Soit vous attendez la clôture du vendredi soir, donc vous rentrez sur le marché concrètement le dimanche soir ou le lundi matin. Ou alors vous attendez 2-3 chandeliers qui vont confirmer le breakout. Parce que parfois on a un breakout, le lendemain ou le surlendemain, on réintègre le range ou peu importe. Donc voilà, ça c'est deux plus utilisés par les institutionnels. C'est la clôture hebdomadaire, donc de vendredi soir, et double, triple confirmation. Voilà. Et également, une autre, c'est attendre 1 ou 2%, avoir une zone, estimer les supports comme des zones à 1 ou 2% d'effet. Donc c'est-à-dire que si on a un breakout de 10 pips, en dessous de la moyenne mobile, eh bien en fait on va plutôt déplacer cette moyenne mobile de 1% à la baisse et dire que au final cette moyenne mobile a un effet de support même lorsque le cours, tant que le cours se situe dans une fourchette de 1% de cette moyenne mobile. Donc si par exemple le cours se situe à 0,50% de cette moyenne mobile, mais en dessous, on va considérer qu'il est quand même dans un support. Et vice versa s'il fait office de résistance. Ouais, mais ça, cette façon-là, elle est un peu plus compliquée, d'autant plus qu'on n'a pas d'indicateur qui permet de faire une zone, vous voyez, qui se dessine automatiquement de 1%, des choses comme cela. Mais voilà, c'est une manière également de filtrer les signaux. Bon, il y en a plein d'autres, hein, qu'on verra à l'occasion d'un webinaire éducatif. On passe sur les indices boursiers. L'Eurostoxx, qui peine à dépasser 3430, l'absence de volume, hein, tout simplement. Le CAC, c'est pareil, 5300, absence de volume. C'est l'objectif de court terme, les 5300, 5190, comme vous pouvez le voir. Et le support, c'est les 5220. Et pour le DAX, 12500, c'est la résistance à court terme. À noter que les indices européens ont fait leur Death Cross. Qu'est-ce que c'est ce mot anglais? Enfin, ces deux mots anglais, en fait, c'est un signal très utilisé par les institutionnels. Et en fait, c'est lorsque la moyenne mobile à 50, qui est en orange devant vous, croise la moyenne mobile à 100 ou 200. Quand c'est le cas, ça fait un X. Et du coup, ils appellent ça des Death Cross. Et donc, on les a sur les indices européens. Alors que sur les indices américains, nous ne les avons pas encore. Et sur les asiatiques, alors Nikkei, on ne l'a pas. Alors on l'a avec la 100 période, mais pas avec la 200.
le Hong Kong et le CSI. Nous ne l'avons pas parce que c'est en période. Donc c'est, il n'y a pas vraiment de signaux qu'on peut avoir après ce Death Cross. Vous voyez que souvent, quand on a ce Death Cross, on a par la suite des volumes, des shorts qui se font. Mais au final, voilà, ça s'est divisé dans cette, chez les traders professionnels de ce signal. Il y en a qui disent que, eh bien, on est dans une phase, on devient dans un bear market, alors que d'autres estiment que ça devient un prix du coup intéressant pour se positionner à l'achat. Voilà, donc c'est relatif. Au final, bon, c'est intéressant à savoir juste pour la culture générale, je trouve, mais je pense pas qu'on peut utiliser ce dépassement, ce croisement des deux moyennes mobiles. Bref, le DAX 12005, résistance à court terme, c'est une zone de bénéfice pour de l'intraday. Et donc, encore une fois, alors, je pense que c'est Catherine que vous me posez la question sur le DAX. Alors, DAX avec une moyenne, avec des points pivots en intraday et les niveaux qu'on a devant nous, ça fera très bien l'affaire. Donc 12005, en plus on a la moyenne mobile, vous voyez, à 20 jours, pardon, en orange, la 50 elle est en rouge. Donc à 20 jours qui est à 12 516. Donc là on a une forte résistance. Les indices PMI pas terribles, me dit François. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est les indices flash, attention. Hein. Indices flash, c'est les indices prévisionnels. On va voir ça tout de suite. Alors, pour cela, on va même se mettre, donc, voilà. PMI français, bon, ça va pas avoir un impact sur le marché. Hein. Allemand, 60, 55, 57. Alors, à savoir que les indices PMI reflètent très bien l'économie sous-jacente. Cet indice PMI est réputé pour refléter l'activité économique. Tandis que d'autres, comme le PIB, par exemple, ça n'a pas réellement de... Voilà, c'est pas réellement ce que ça représente. Hein. Et pour donc l'indice PMI de la zone euro, ce sera le plus important à 10 heures, hein, parce que ça prendra en compte l'ensemble de la zone euro, Italie, Espagne compris. Donc voilà, c'est vrai que pour l'Allemagne, pas terrible. Maintenant, attention, ils sont quand même à des niveaux assez élevés, hein, 60,3, donc on n'a pas historique, mais c'est quand même, il me semble, hein, des niveaux quand même assez élevés. C'est surtout les composites qui ont bien, c'est surtout pardon les services qui ont bien baissé. Mais bon, encore une fois, c'est l'indice flash, donc à prendre ces informations avec des pincettes. Voilà, donc le DAX, je pense que ça se paye. Vous voyez le niveau de support à intraday, ce prix de clôture, tout simplement. Ce prix de clôture, 12 400 pour viser 12 500. Et pour le CAC, l'équivalent, donc c'est 5 250 pour viser 5 290. Et pour les matières premières, donc le gold qui continue sa baisse, et forcément hein, le dollar qui rebondit. Du coup, on a le l'onzor qui baisse. Alors là, c'est très intéressant ce qu'on a parce qu'on a un double test du sommet. Donc si on clôture, si le cours clôture en dessous de cette oblique, on aura une validation du double top. Et donc le signal sera baissier. On prendra la hauteur, cette hauteur-là, qu'on va colorer en rouge et qu'on va reporter. Donc si on a une cassure, on aura un signal baissier jusqu'à 1280. Voilà. Et ce qui voudrait dire un repli, vous voyez, jusqu'à cette oblique. Donc c'est possible. Mais ce qui voudrait dire également que le DXY dépassera les 90. Parce que l'or, il ne viendra pas à 1300 si DXY reste en dessous de 90. Donc, tout est lié hein, de toute façon. Et ça veut dire aussi que l'euro dollar ira chercher bien plus bas que les 1,2230. Donc voilà, en tout cas le gold, actuellement il est sur un niveau de support important. L'oblique haussière, mais également la moyenne mobile à 50 périodes. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il faut acheter aujourd'hui. Parce que voilà, on a un dollar qui a encore une marge de progression haussière.
Mais en tout cas, les prochaines séances sur l'or seront très intéressantes. Soit on va clôturer en dessous de cette oblique, ce sera un signal baissier jusqu'à 1300. En théorie, 1280, mais on ira chercher déjà 1300. Ou alors, on a le rebond. On a par exemple un marteau qui apparaît, ou une étoile du matin. Et là, signal haussier direction 1350. Donc là, aujourd'hui ou demain, on va avoir quelque chose d'intéressant sur l'or. Et le pétrole, me demande Raymond, eh bien le pétrole. Moi, je trouve pas très intéressant à court terme. Pétrole qui cède sous son seuil psychologique à 65 $, tout comme le brut qui cède sous les 62. Donc perspective baissière pour revenir chercher les précédents, les récents plus bas. Donc le brut 58,85 et le Brent les 61, 62 $. Vous voyez que les RSI ont parfaitement cédé sous 50. Vous voyez que ce soit le WTI ou le Brent, ils n'ont pas dépassé 50. Donc voilà, plutôt perspective baissière sur le brut, le Brent, d'autant plus que ça fait quand même 3 semaines qu'on a un restockage de pétrole aux États-Unis, que les prix de pétrole augmentent, donc voilà, plutôt les fondamentaux à court terme. D'un point de vue long terme, d'un point de vue l'OPEP, ça n'a pas vraiment changé. Par contre, d'un point de vue court terme, on a une production américaine et un restockage, donc ça fait pression. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, si vous superposez les puits, les stocks de pétrole, en ce moment, c'est beaucoup les stocks et les puits de pétrole aux États-Unis qui font pression. Et en fait, à ce moment-là, ça fait 3 semaines qu'on a un déstockage. Et vous voyez qu'on a ça fait 3 semaines qu'on a atteint les plus hauts. Et avant cela, on avait eu 10 semaines de déstockage aux États-Unis. Et vous voyez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est pas immédiat forcément, c'est pas parce qu'on a un déstockage que ça va être bullish. Mais vous voyez que fin janvier, début février, on a eu le début d'un stockage positif de pétrole brut aux États-Unis et c'était le sommet. En plus de cela, on a des puits en activité qui augmentent, donc forcément, il n'y a pas de raison pour le moment pour que le brut ou que le Brent aille chercher leur précédent sommet. Plutôt, en fait, les récents plus bas. Donc, Brent 61 $. Alors, pour l'or, pourquoi reportez-vous la baisse précédente et pas celle du cours? Alors, c'est une règle d'analyse technique. Une règle d'analyse technique. D'ailleurs, je vois souvent et on me demande parfois un livre d'analyse technique. Alors, il est massif, mais bon, c'est un petit peu considéré comme la bible de l'analyse technique. On va dire, ça s'appelle l'analyse technique des marchés financiers par John Murphy. Et en fait, concrètement, dans un double top ou dans un double bottom, hein, alors, à savoir qu'un double top ou un double bottom est validé, ou un triple top, hein, est validé que si on a la cassure de la ligne de coup, tout comme l'épaule tête-épaule, etc. Quand c'est en formation, on ne peut pas dire que c'est une épaule tête-épaule. On est en train de former une épaule tête-épaule, mais elle n'est pas validée. Alors donc, pour l'or, en fait, comment se fait un double top ou un double bottom? Donc là, on va prendre un double top. On a, je vais vous faire voir. Donc là, on rentre dans de l'éducatif, mais bon, c'est pas grave. On a le point A, B, C, D et la ligne de coup en vert. À noter qu'un double top, c'est pas obligé que ce soit une ligne verticale, une ligne horizontale, pardon, cette ligne de coup. Qu'elle soit pour l'épaule tête-épaule, le double top, peu importe. Nous n'avons pas besoin que ce soit un support horizontal. Ça peut très bien être une oblique. Et en fait, la théorie, c'est qu'on prend la hauteur de AB qu'on reporte à la baisse. Et ça va nous donner notre objectif. Donc là, AB. Vous voyez même, on pourrait prendre les mèches, plutôt. Là, j'ai pris les prix de clôture. Mais comme ça nous donne un objectif minimum. Vous voyez. Donc, si on prend AB et qu'on le reporte, par rapport à la cassure de la ligne de coup, donc, alors je vois pas bien, par rapport à la cassure de la ligne de coup, si ça se fait par exemple aujourd'hui, on aura un objectif à 1280. Voilà Raymond. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter.
Ah, je me demande pourquoi on ne reprend pas la ligne CD. Ah, bah écoutez, c'est parce que c'est comme ça, hein. C'est dans les livres d'analyse technique, c'est AB. Donc voilà, c'est comme ça. A priori, c'est en termes de l'analyse technique, c'est que l'analyse des scénarios passés. L'analyse technique, c'est ni plus ni moins que, si je devais faire simple, dire que le passé se répète, tout simplement. L'histoire se répète. Voilà. Donc, les analyses techniques, eh bien, les techniciens, comme ils appellent, ont, ont donc vu que la licence AB fonctionnait beaucoup mieux, et c'est pour cela qu'ils utilisent AB, et qu'ils disent que c'est AB, non pas CD. Donc forcément, si AB est atteint, c'est dire que CD l'est également. Mais, voilà, dans les livres, le livre de John Murphy qui a fait de l'analyse technique pendant 30 ans, et c'est vraiment quelqu'un, je dirais que c'est presque un prophète d'analyse technique, hein, comme Do. C'est celui qui a traduit les propos de Do. La théorie de Do, vous savez. Eh bien, c'est pas Do qui a écrit sa théorie. C'est John Murphy qui a écrit la théorie de Do. Parce que Do, c'était un analyste qui écrivait dans le Wall Street Journal, mais qui avait pas fait, des théories. C'était pas un technicien, on va dire. Il a inventé des techniques qu'il a mis dans ses actualités du Wall Street Journal. Et ensuite, John Murphy a un petit peu compilé le tout pour en faire des règles. Et, et voilà. Mais c'est pas lui John Murphy, c'est un petit peu l'interprète, on va dire, de Do, même s'ils sont pas vraiment connus. Bref, là on rentre dans l'histoire, c'est intéressant, mais bon. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du marché. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Et voilà, écoutez, excellente journée à vous. On se retrouve demain, même heure, même salle de training pour mon prochain point de marché. Et voilà, à demain.